Est-ce qu'il se passe quelque chose autour d'un personnage, vous qui connaissez bien la politique, vous qui avez fait tant de campagnes, est-ce qu'il y a un phénomène? Je crois qu'il se passe quelque chose qui est dans la profondeur du pays. Nous avons supporté 40 ans de lepénisme. Elle a banalisé les idées qui étaient celles de M. Le Pen, et un franchissement de seuil est en train de se faire. Avec M. Zemmour, on a du lepénisme concentré, un concentré de haine, une idée de l'histoire de France qui est absolument sectaire, qui ne correspond d'ailleurs pas à l'histoire de France, et je le crois dangereux. Voyez-vous, Rutel Krief. Jean-Luc Mélenchon, vous le connaissez bien, Éric Zemmour. Vous avez été à son anniversaire. Vous étiez à ses 50 ans à la fête au château de Malmaison, à une fête déguisée sur le thème de Napoléon. Oui, moi, je n'étais pas déguisé. Mais je vois que vous allez tout de suite à l'essentiel, mais comme d'habitude. Non, mais vous avez raison. C'est très important, et donc je vais y répondre aussi. Comme ça, on ne perdra pas notre temps. Oui, en effet, j'ai connu, moi, Éric Zemmour, brillant commentateur, connaisseur de la gauche. Il était le rubricard du Figaro. Et puis, je l'ai vu s'effondrer dans quelque chose qui était, pour moi, d'abord j'ai cru à une mauvaise plaisanterie, avant de comprendre qu'il croyait vraiment ce qu'il raconte. Il croit vraiment que vous, Madame El Krief, vous avez un cerveau différent du mien et que vous êtes incapable d'abstraction. Il croit que je ne devrais pas m'appeler Ruth. Il croit que les musulmans sont par nature hostiles à la République et hostiles à la France, quand bien même ils l'ont servi. Alors il y a quelque chose qui s'est passé, mais qui est un symptôme d'une complicité générale qu'il y a eu à l'égard du lepénisme et maintenant de M. Zemmour. On l'observe, on le regarde. Madame El Krief, il faut bien comprendre, ces idées-là sont dangereuses. Vendredi, je vais intervenir au procès d'un homme qui est fort jeune, qui vient de faire 4 ans de prison préventive parce qu'il a essayé de me tuer avec un lance-flamme et d'égorger M. Christophe Castaner. Donc il ne faut pas croire qu'on est encore simplement dans l'énoncé d'idées générales. Ces gens propagent une doctrine qui conduit à la violence. Et c'est d'elle dont nous ne voulons pas. C'est pourquoi il faut que les gens entendent que non, ce n'est pas lui la vision de la France, et nous qui serions légèrement de côté, traitant mal avec elle. C'est l'inverse. Ce sont des gens comme moi qui incarnent la France, ses devises les plus exigeantes, sa volonté de brassage. On va y revenir un instant. Juste, évidemment, vous avez vu les remarques qui ont été faites quand vous avez annoncé que vous débattiez avec lui cette semaine. Il y en a qui ont dit, tiens, mais vous avez dit dans Libération, vous ne vouliez pas que la campagne tourne autour des débats puants avec Zemmour et compagnie. Vous avez changé d'avis. Non, dans l'interview, je dis qu'on n'allait pas passer la campagne à discuter de sécurité et d'immigration. Alors, d'ailleurs, le débat que je vais avoir avec M. Zemmour, nous choisissions, puisque c'est un débat que moi je vis comme un combat, nous choisissions les thèmes. D'abord, je commence par dire que moi j'ai demandé lequel des deux voulait se battre avec moi, Madame Le Pen ou lui. Madame Le Pen, elle considère que ses chats sont plus importants que la vie politique. Mais lui, il a répondu. Et nous avons donc discuté des thèmes. Et lui a dit, moi je veux parler du grand remplacement et toutes ces folies. Et moi je lui ai dit, je voudrais parler de social, d'écologie, pour savoir ce que vous avez à dire, à part du mal des musulmans, qu'est-ce que vous savez dire d'autre dans la vie. Et donc l'émission aura lieu moitié sur ces thèmes, moitié sur les miens. C'est ça, je crois, important, non? Est-ce que vous n'avez pas envie de surfer un peu justement sur son phénomène, sur l'attraction qu'il exerce en ce moment, qu'on l'aime, qu'on le déteste, qu'il dise des atrocités ou au contraire qu'il ait raison, c'est pas le sujet. Il se trouve qu'il exerce une attraction à cet instant-là, à cet instant même. Et vous, le 29 août, regardons, vous l'avez interpellé, comme si vous vouliez finalement vous servir aussi de lui pour remonter un peu et le prendre comme principal adversaire. Écoutez. Ah, pardon. Quand Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation de la société... La créolisation. Il paraît que M. Zemmour est contre. Il prend un mot qui fait plaisir. On pense aux jolies martiniquaises et aux punch. Mais en vérité, c'est pas ça qui nous guette. Ce qui nous guette, c'est les voiles et les kebabs halal. Et pourtant, n'est-il pas lui-même, du fait de ses origines, le résultat d'une créolisation à la française? Je m'appelle Zemmour. Zemmour en berbère, ça veut dire Olivier. On ne peut pas dire que j'ai un nom nordique. On ne peut pas dire que j'ai une tête nordique. Ah, vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Mais oui, Zemmour, ça veut dire olive en arabe. Alors, c'est en berbère, pas en arabe.
c'est zaytoun en arabe. Mais vous l'avez interpellé. Là, on a remonté comme si c'était un dialogue. Mais vous l'avez interpellé. Oui. Vous l'avez harponné en quelque sorte. Oui. Mais écoutez, commençons d'abord par dire une chose. Si vous considérez que toute interpellation politique est de la communication, je comprends, c'est votre métier, mais vous faites fi des convictions des gens. Vous faites comme si tout ça était un jeu, une plaisanterie, où chacun essaye d'avoir des parts de marché. Madame, je ne peux pas surfer sur la politique de M. Zemmour. Il est d'extrême droite et je n'ai rien à voir avec ça. Il incarne tout ce que... En fait, ce que j'aurais combattu toute ma vie. L'idée d'une nation française qui serait une nation ethnique. Alors que pour moi, la France est une nation idée. Nous en parlerons jeudi. Maintenant, quand je le prends à partie sur... Je n'ai pas inventé le concept de créolisation pour me disputer avec M. Zemmour. J'essaye, avec Younous Omarjee, qui est un député européen issu de La Réunion, nous cherchions une formule qui réussisse à dire comment l'universalisme fonctionnait concrètement et comment on se tiendrait à distance d'un universalisme complètement abstrait et mutilant, et d'un différentialisme, c'est-à-dire cette exagération de toutes les différences en les prenant pour des identités. Et Younous me dit, il y a un concept, c'est celui du poète Édouard Glissant, qui est un Martiniquais, la créolisation. Et on discute, on travaille, on réfléchit, et on arrive à cette idée de créolisation. Donc moi, je ne m'occupe pas de M. Zemmour. Bon, enfin, vous l'interpellez à ce meeting, et vous parlez de ses origines. Oui. Oui. Ben, parce que c'est... Il faut y mettre aussi un peu de plaisant, tout ne peut pas être... Alors, en effet, j'aurais pu dire qu'il était berbère, d'origine berbère et non pas arabe. Je ne sais pas ce qui lui ferait le plus plaisir, mais ce n'est pas mon souci. J'ajoute que ce n'était pas trop le sujet pour moi. Et d'ailleurs, je me suis trompé, il n'est pas créolisé, il n'est même pas assimilé, il est décalqué sur quelque chose qui n'existe pas et qui n'a jamais existé, en tant que principe qui pourrait rassembler tous les Français. La France se vit par son unité. Et qu'est-ce qui rend possible cette unité? Ça, c'est le grand débat. C'est la République, et c'est donc une devise qui ne tient aucun compte des religions ou des racines ethniques. Aucun compte. Absolument. Moi, je suis d'accord sur cette question-là, oui. de la République, qui ne tient aucun compte de la religion. Mais c'est vous qui souvent évoquez les musulmans en tant que tels, au lieu de dire les Français. C'est vous qui dites que les musulmans seraient victimes, au lieu de dire certains Français dans certaines catégories sociales, dans certains quartiers. C'est vous qui utilisez la religion, voilà. Non, et on va résumer d'un mot. De la religion, basta. C'est-à-dire que nous sommes tous, que nous croyons ou pas, fatigués de ça. Mais madame, ce n'est pas moi qui ai inventé une loi qui s'appelle séparatisme et qui n'a mis en cause exclusivement, pendant 15 jours, que les musulmans. Et ne me dites pas, madame, je sais que ça fait partie de vos fixettes, que cette question. Non, ce n'est pas moi qui ai introduit ce thème. C'est ces gens qui passent leur vie à ça. Monsieur Zemmour, il fait 300 pages de cancan pour dire du mal des musulmans et considérer que c'est eux qui sont la cause de la décadence de la France. Mais vous les considérez voilà, il ne faut pas les défendre. Non, au contraire. Moi, je défends les juifs, les musulmans, les catholiques, tous ceux qu'on persécute. Mais pourquoi? Mais il faut défendre les Français. Les Français qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Soyez candidate à l'élection. Mais non, madame, soyez candidate à l'élection comme votre collègue, monsieur Zemmour, et vous expliquerez que j'ai tort. Mais si vous voulez bien me laisser tranquille, je choisis ma ligne politique comme je veux. Mais très bien. Vous êtes d'accord? Donc si j'éprouve le besoin de défendre certains de mes compatriotes, c'est parce que... Mais pas du tout, chère madame. C'est pas la première fois qu'on a cette discussion. Bien sûr. Vous mélangez tout. Non. La dernière fois, vous m'avez dit la créolisation, c'est le mélange des religions. Ce qui est le propos d'une personne qui ne connaît rien en religion. Les religions, par définition, sont dogmatiques. Ce n'est pas de ça dont on parle. Moi, je ne parle pas de religion. Je parle du fait qu'on montre du doigt les musulmans sans cesse pour les accuser de tous les maux de ce pays. Qu'on peut avoir un type qui passe tous les jours 1 heure à la télévision pour en dire du mal. Qu'on le voit pousser à bout en racontant qu'il y aura un grand remplacement dans ce pays. Il y a déjà eu un homme qui a cru à la théorie du grand remplacement. L'ignorez-vous, madame? En Nouvelle-Zélande, il a tué 50 personnes. Bien sûr. Alors, donc il ne faut pas prendre ça à la rigolade, ou bien dire oui, on prend des mots comme ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas utilisé ce mot, moi. Ils mettent en cause les musulmans. Ils inventent une théorie du grand remplacement qui est un foyer de guerre civile. Et figurez-vous, madame Elkrieff, si vous ne le savez pas, qu'il y a des gens à qui ça fait peur, qui sont des braves gens, qui ont envie juste de vivre leur vie dignement, qui s'occupent de leurs gosses, qui ont une foi religieuse et qui demandent qu'ils soient respectés. Donc on ne va pas parler d'eux, on ne vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas quelle est votre religion. D'ailleurs, ça vous fait rire. Je trouve ça lamentable. Ah mais je ne ris pas du tout. Si, vous riez. Il n'y a qu'à voir les images il y a une seconde, ça vous fait rire.
Je crois que la question, c'est que vous... C'est pas le sujet ce soir. Si, on va passer la soirée encore là-dessus. Non, pas du tout. Non, mais jeudi, j'ai rendez-vous avec M. Zemmour, oui, vous commenterez après. J'ai compris. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai compris. J'avais envie de vous demander aussi ce que vous pensiez de la déclaration d'Emmanuel Macron aujourd'hui qui demande pardon aux harkis. Je suis pied noir, alors c'est un sujet qui me cuit, comme à tout le monde. Je pense que ça n'a pas grand sens, qu'il faut vivre en sachant tourner les pages. Moi, je l'ai déjà dit une fois sur le plateau d'une grande chaîne de télévision. La guerre est finie. Maintenant, on vit ensemble, on fait ce qu'on a à faire. On ne va pas sans cesse revenir sur des blessures pour présenter des excuses qui, au fond, ne conduisent à rien. Ça ne veut rien dire. Ça n'a aucune conséquence. Parce que la génération dont nous parlons, ce n'est pas celle des combattants. C'est les enfants, c'est les petits-enfants. Ils sont marqués par l'histoire. Il est donc temps de faire France en commun. France de tout bois. Et dans cette France-là, personne ne doit être montré du doigt pour son passé, pour sa religion. Personne. Voilà comment moi je me représente l'unité de la France. Par conséquent, c'est assez facile d'aller faire ici et là des excuses qui ne débouchent sur à peu près rien. Que va-t-on faire concrètement pour être certain que les enfants des harkis, qui est une appellation quand même assez spéciale pour qui comprend le sens du mot, accèdent correctement à l'université, à l'école, aux emplois, qui ne soient pas ségrégés à cause de leur nom ou de leur prénom. Eh bien, si on écoute M. Zemmour, eh bien, il ne faudrait pas qu'il s'appelle Mohamed, ni vous David, ni rien de tout ça. Eh bien, ça c'est la fin de ce pays. Ce pays doit apprendre à vivre avec des Kevin, qui est un prénom breton. Il doit apprendre à vivre avec des Mohamed, qui est le nom d'un prophète, qui anime plusieurs milliards de personnes. D'autres s'appellent Jésus, d'autres s'appellent Marie, d'autres s'appellent Jean-Luc, comme moi. Voilà. Et à quoi bon passer des heures à touiller là-dedans pour trier les gens? Voilà, j'ai réagi, je vous l'ai dit. Tant mieux si ça fait du bien à quelqu'un de s'entendre dire ce genre d'excuses, mais ça ne mène nulle part. Ça n'amène à rien, sinon à reproduire sans cesse une histoire qui a été douloureuse pour beaucoup de gens. Beaucoup. Les écologistes, la politique, les écologistes. Il y a eu le résultat de la primaire du premier tour des écologistes et je vous remercie de nous réserver la première réaction. Vous avez été surpris par le duo qui est arrivé en finale? Non, j'ai intérêt par-dessus tout à ne pas m'en mêler. Il faut respecter ça. Les écologistes ont eu un certain panache, ont organisé une primaire interne qui a permis de voir le large éventail de positions qui se rassemblent sous cette étiquette. Ça va de positions très en rupture avec le système économique à des positions totalement conciliées. Vous avez dit dans Libération que c'était un parti de centre-gauche. Oui, je crois à peu près. Il se tient Alexandrine dans une Rousseau qui arrive en deuxième, très élevé, très haut, c'est pas tout à fait nous verrons. centre-gauche. Si elle l'emporte, alors peut-être que nous ne dirons pas que c'est un parti de centre-gauche. Mais Madame Elkrief, ayez la patience des événements. C'est pas en tirant sur les pétales qu'on fait éclore les roses. Hein. Donc laissez le temps aux choses de se mettre en place. La structure du parti Europe Écologie Les Verts est une structure en mouvement qui ne s'est pas stabilisée et qui va se stabiliser dans cette élection présidentielle, certainement. Donc, ayons la patience de le voir. Et respectons-les. Moi, je ne me mêle pas de leur vote interne. Je n'appelle pas à voter pour l'un ou pour l'une ou pour l'autre. J'observe, j'écoute ce qu'ils disent, je m'y intéresse. Je mesure les points communs et les distances. Je vois les rapprochements. Par exemple, j'ai remarqué que autrefois, le terme de planification faisait horreur, on m'accusait d'être un étatiste. Bon, depuis, M. Jadot lui-même, qui est celui qui est le plus centriste de cet équilibre-là, dit l'État doit donner l'orientation. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit l'État qui donne l'orientation. Je pense que c'est le peuple qui doit la donner. Mais il a basculé d'un bord à l'autre. Il faut qu'il trouve le temps de ses marques. Mais beaucoup de gens se sont rapprochés de nos positions. Sandrine Rousseau, si elle arrivait en tête à la fin, est-ce que vous lui proposerez une alliance, un rapprochement? Parce que vous dites d'elle qu'elle est la plus, je cite, rupturiste. Clairement, j'ai écouté ce qu'elle disait. Donc, à l'évidence, c'est celle qui est le plus proche dans son contenu, en rupture avec le système. Non, mais il y a mille manières d'être en rupture. Elle était à vos journées. Vous verrez. Oui, aussi M. Piolle, qui, 3 jours après, a dit des choses peu aimables. Je suis habitué à ces sortes de mesquineries. J'ai encore vu aujourd'hui M. Jadot dire c'est pas du tout le sujet des Français. On va y venir. Bon, voilà. Mais juste, est-ce que vous proposerez à Sandrine Rousseau un rapprochement? Écoutez-moi, madame, pour que vous compreniez ma stratégie. Ce n'est pas celle du commentaire, je ne suis pas journaliste, moi.
C'est qu'est-ce qui peut contribuer à ramener le plus grand nombre possible et le centre même de la société vers les idées qui m'intéressent moi. Donc quand les Verts font campagne, discutent, etc., ils labourent dans le sens qui m'intéresse. Quand M. Montebourg dit il faut relocaliser, il faut changer la République, il laboure dans le sens qui m'intéresse. Et après, les Français diront, c'est celui-ci, c'est celle-là qui est le mieux placé pour incarner cette histoire-là. Voilà. Donc ce qui nous compte... Ils peuvent grignoter aussi, entre guillemets, des parts de marché, ils peuvent avoir le bénéfice de la nouveauté. On ne parle pas la même langue. Non, mais je fais... Non, mais vous l'avez dit. Oui, mais j'ai mis des guillemets. Vous les avez pas vus? Non. Vous n'avez pas vu? Bah si, il y en avait, voilà. Il y avait des guillemets. Ouais. Bon, donc ces départs de marché, c'est une façon de parler sur une partie des électeurs qui peuvent considérer que vous, c'est votre troisième candidature, alors qu'eux, peut-être, c'est leur première et qu'ils peuvent être intéressés par la nouveauté. Voilà. Vous prenez fondamentalement les gens pour des imbéciles. Non. Vous croyez que la nouveauté, ça les amuse. Non, je refuse cette mais si, cette mais attendez, madame. Mais vous y allez pas doucement avec moi. Vous permettez d'accepter qu'en retour... Je refuse. Je ne prends pas les gens pour des imbéciles, au contraire. Merci, ils sont contents de l'entendre. J'essaie de décrypter mais vous croyez que les gens vont dire... Alors, voilà, les gens peuvent... Mais je viens de vous l'expliquer. Vous l'écoutez pas parce que vous pouvez pas l'entendre. Mais si. Mais non, vous pouvez pas le comprendre. Vous ne comprenez rien au mouvement des idées. Vous croyez, mais vous venez de dire. Vous dites des parts de marché. Mais vous ne voyez pas que la France... pour l'essentiel, est paumée. Pour l'essentiel, elle s'abstient massivement. Et donc, elle ne sait plus, elle tâtonne, elle écoute, elle regarde, elle compare. Mais pas en se disant, tiens, Mélenchon a une plus jolie cravate que M. Jadot. Ou la part de marché de Mélenchon, je vais en prendre un bout. Personnellement, je m'en fiche, c'est pas ça qui compte. Parce que ce qui compte, c'est comment nous allons gagner dans des secteurs de gens qui ne croient plus à rien, l'idée que c'est de ce côté-là qu'il faut aller. C'est pour ça que toutes mes propositions que vous avez entendues, celles que j'ai faites dans le JDD, justement, sur le blocage des prix ou sur la crise alimentaire, partent du quotidien. Parce que savez-vous, Madame Elkrief, le quotidien est devenu... J'arrive à comprendre. Je ne sais pas, c'est vous qui allez le dire. Alors, j'ai quand même compris. Demandez à Zemmour si vous êtes capable de comprendre. J'ai quand même deux ou trois choses. Non, mais c'est pour vous dire que ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, le quotidien est devenu d'une nature révolutionnaire. Manger est devenu une question hautement politique. D'abord, est-ce que je peux manger? Et qu'est-ce que je mange? Et ça, c'est des questions fondamentalement politiques qui mettent en cause tout le système économique qui tourne autour de cette question toute bête, manger et savoir ce qu'on mange. On a fabriqué un encadré dans lequel il y a vos mesures. Les 5 fruits et légumes à prix bloqué. Vous voyez, ça nous intéresse quand même, les idées. La priorité aux cultures vivrières plutôt qu'aux fermes-usines. 100% de l'alimentation collective en cantine. Objectif 100% végétarien dans les cantines scolaires et 100% de végétariens. Donc, objectif, voilà, c'est l'objectif. Pour faire 100% végétarien, j'aime mieux vous dire qu'il faut trouver du monde pour le faire. Hein. Voilà, alors justement, moi, je trouve ça, évidemment, j'ai des enfants comme vous, comme Toulouse, et on comprend très bien qu'il faut qu'ils mangent sainement et qu'ils mangent d'abord. Mais... comment vous faites pour indemniser les producteurs, par exemple, des 5 produits à petit prix? Comment vous faites pour indemniser les éleveurs qui ne livrent plus de viande aux cantines? Comment vous faites pour que les familles dont les enfants ne mangent pas de viande ailleurs qu'à la cantine, par exemple, s'en privent? Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'on impose? Est-ce qu'on dit c'est comme ça désormais et on laisse des gens sur le bord de la route? Ou est-ce que on a une autre idée derrière la tête? Comment ça se passe? Pour l'instant, on laisse des gens sur le bord de la route. Les paysans, ils sont pas un tous les 2 jours. On laisse des gens sur le bord de la route, 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire parce qu'elles ne mangent pas. Donc moi, c'est ça qui me préoccupe. Alors, il ne faut pas créer une situation où on dirait, je ne dis pas que c'est vous qui la créez, je dis, il ne faudrait pas se dire, rien n'est possible. Alors, vous avez des enfants, j'ai des petits-enfants, nous sommes intéressés à leur bonheur et nous ferons tout, vous, moi, quelles que soient nos opinions, pour que ce soit bien et que ça se passe bien. Nous sommes confrontés à un défi. Leur nourriture est pauvre en nutriments, quand on n'a pas les sous, et riche en graisse. Nous avons une épidémie de diabète dans ce pays. Depuis l'an 2000, il y a 46% de gens qui ont maintenant le diabète. Nous avons une épidémie d'obésité qui est liée aux excès de consommation de sucre. Donc, que pouvons-nous décider si nous voulons combattre? 1, rationner le sucre et le sel dans les aliments. 2, quand on dit vous devez manger des fruits, on se préoccupe de savoir si les gens peuvent se les payer. Donc, j'ai proposé, puisqu'on dit 5 fruits et légumes, à petit prix bloqué. Vous avez raison, la question est posée, petit prix bloqué, qu'est-ce qu'on fait avec les paysans? Mais posez-vous la question de savoir si le prix qui est demandé pour les légumes qui arrivent chez le marchand,
quand les gens viennent pour l'acheter, quel coefficient multiplicateur il a subi depuis le prix de départ. Donc, mon idée, on dit quel est le prix qui rémunère le travail des paysans, et je n'ai pas fini de vous dire que ce prix va augmenter si on fait du bio, et on limite le coefficient multiplicateur. Il n'est pas normal que vous ayez des marges de profit... C'est-à-dire le bénéfice de la grande distribution. Bien sûr, parce que l'intermédiaire doit gagner moins dans cette affaire pour que le consommateur y gagne en qualité et le paysan en revenu. Mais je tiens à dire que si vous voulez manger mieux, ça prendra plus de temps à être produit. Et par conséquent, ça coûtera plus cher. C'est pourquoi augmenter les salaires est une mesure écologique. Si vous donnez aux gens les moyens de mieux acheter avec plus de discernement, vous verrez qu'ils le feront. Ce n'est pas vrai que les gens achètent de la nourriture qui n'est pas bonne, pensant qu'ils s'en fichent. Ce n'est pas vrai. Les gens mangent mal parce qu'ils sont pauvres. 8 millions, madame. Bien sûr. Voilà pourquoi je me suis dressé pour dire, écoutez, c'est bon, vous attendez qu'il y en ait combien, monsieur Macron, pour vous apercevoir que des gens ont faim dans ce pays. Mais comment vous faites, par exemple, pour obliger, vous dites, on obligera la FNSEA, c'est le grand syndicat agricole majoritaire, à accepter la fin des fermes-usines. Vous voulez interdire les publicités alimentaires, vous voulez interdire le Nutella, au passage, ça va déplaire à certains. Bon, non, je n'ai pas dit ça. C'est le journaliste qui, comme vous, m'a posé facétieusement la question centrale de l'agriculture. Est-ce qu'il faut interdire le Nutella? Alors, un malin et demi, je lui dis pourquoi pas. Ça parle à tout le monde. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que vous allez être, du coup, très autoritaire, très planificateur, très... Comment est-ce qu'on fait? Parce que bien sûr, on a tous envie de manger. Ça paraît quand même bizarre que vous n'ayez rien à dire sur le pass sanitaire. Ça ne vous pose pas de problème. Attendez. Le vaccin obligatoire, mais par contre, interdire des produits qui nuisent à la santé, alors ça, mon Dieu, tout de suite, c'est la dictature. Mais non, ça s'appelle la santé publique. La santé publique, c'est qu'il faut diminuer le sucre et le sel qui est dans les aliments. Si je suis élu, il y aura des règles. D'abord, il n'y aura plus de ministère de l'Agriculture, parce que le ministère de l'Agriculture, ça veut dire on produit agricolement, aussi bien du maïs pour des vaches qui sont à l'autre bout du monde, mais pas de légumes pour les gens qui sont ici. Donc nous aurons un ministère de la production alimentaire et qui se souciera de savoir si nous sommes souverains, c'est-à-dire si nous sommes capables de produire ce que nous allons manger et de bonne qualité. Voilà des idées extrêmement précises. Oui, les fermes-usines seront interdites, madame. Elle criait, il faut bien que des choses se décident. On ne va pas continuer à mettre comme ça, martyriser des animaux pour produire la fameuse viande dont vous vous réjouissez qu'elle soit consommée, qui coûte un maximum en eau, qui est de la mauvaise viande, parce que c'est de la viande qui vient d'animaux qui n'ont pas été élevés pour ça. Ce n'est pas du tout pareil que la viande des élevages qui sont faits pour produire cette viande, et qui est une viande qui est de qualité, qui coûte de l'argent. Maintenant, je vais vous dire, des protéines, vous m'avez posé la question tout à l'heure, on peut en trouver dans autre chose que la viande. Oui. Mais les goûts des jeunes ne sont pas faits comme ça, alors il va falloir qu'ils changent. Mais vous faites bien comme ça avec vos gosses quand même. Vous dites, tu vas manger tout ce qu'il y a dans l'assiette. Alors il dit, non, j'aime pas ci, j'aime pas là. Si, tu dois quand même le manger, goûte. On fait tout ça, non? Ils sont un peu grands pour que je puisse dire ça. Oui, mais alors vos petits-enfants, alors. Oui, enfin, on verra. Bon, en tout cas, je ne me réjouis pas, c'est pas parce que je souris que je me réjouis, je souris parce que je suis courtoise et que je suis intéressée par ce que vous dites. Alors, ça me fait très plaisir. Alors voilà, donc il faut quand même... Je m'étais trompé, je croyais que vous moquiez de moi. Il faut quand même le noter. Aujourd'hui, vous me parliez du pass sanitaire. Justement, Olivier Véran a annoncé qu'il allait être allégé de façon territoriale en fonction du taux d'incidence. Donc vous dites, c'est bien, tant mieux. Et avec moi, si j'étais président aujourd'hui face à l'épidémie, il n'y aurait jamais eu de pass sanitaire. Alors, c'est plusieurs questions. Alors, donc, ils vont changer le pass sanitaire ou pas. Alors, déjà, c'est un peu la pagaille. Le pass sanitaire, oui, dans le TGV, non dans le RER. Maintenant, il y aura oui dans le Loiret, mais non en Essonne. Alors, donc, quand on passe la frontière, on a le pass sanitaire d'un côté ou de l'autre. C'est une pagaille indescriptible. Le pass sanitaire, je n'aurais rien à dire contre s'il nous protégeait. Je n'aurais rien à dire contre. J'ai approuvé certaines mesures au début. J'étais comme tout le monde. Que fait-on? Le confinement était la seule solution. On a eu le temps de réfléchir. Le pass sanitaire ne protège personne. Pourquoi? Parce que même si vous faites un test, il peut se trouver que 10 minutes après, vous êtes contaminé. Même si vous êtes vacciné, comme c'est mon cas. D'accord. Et je milite pour que tout le monde puisse accéder au vaccin. Parce qu'ici, il y a une discussion qui me paraît assez étrange. Donc, la liberté du choix suppose que ici vous puissiez choisir entre les vaccins et vous vacciner ou pas. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Mais qu'à l'échelle du monde, les gens puissent accéder. Parce que vous savez, dans les 3/4 de l'Afrique, vous ne pouvez pas choisir, vaccin ou pas. Absolument. Il n'y en a pas. Donc c'est très intéressant ce que vous me dites, parce que vous me dites en fait, en gros, merci. Je suis vacciné, je suis pour le vaccin, je suis
parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de vaccin ou qui ont des choix difficiles en vaccin, et donc on doit être content de l'avoir, c'est ce que je comprends, on doit être satisfait de l'avoir. En revanche, le pass sanitaire, il ne protège pas assez. Donc vous êtes pour un certificat vaccinal, pour un pass vaccinal en fait. Non, mais si vous me posiez la question, je vous répondrai au lieu d'interpréter. Écoutez-moi, le pass sanitaire ne nous protège pas parce qu'il suppose soit des tests qui sont à durée d'accord, mais donc c'est le vaccin variable, qui nous protège. Et deuxièmement, il suppose que vous soyez vacciné. Si vous êtes vacciné, moi j'ai fait ce choix. Je sais faire un choix lucide. Je sais que le vaccin ne me protège pas à 100%. Ouais. Je sais que par rapport aux variants, il me protège encore moins. Mais je fais l'évaluation rationnelle de me dire, c'est mieux pour moi, ça diminue le risque pour moi. Mais je sais aussi, surtout, que je peux contaminer les autres. Donc, je ne répands pas l'illusion d'après laquelle il me suffirait d'avoir mon papier, que j'ai, passe sanitaire, pour dire, et maintenant, vous me fichez la paix, j'enlève le masque, je fais ce que je veux. Non. Donc, moi, je suis partisan des gestes barrières. On dit qu'il faut garder les gestes barrières. Hein. Moi, je suis pour les gestes barrières. Je suis pour la société du roulement. On a expliqué 10 fois, 20 fois comment on faisait pour éviter toutes les situations de contamination. Et je suis pour que, notamment sur les lieux de travail, les salariés discutent des meilleures conditions sanitaires collectives de l'exercice de leur métier. Parce que le premier foyer de contamination, c'est le travail. Et le deuxième, c'est la famille, donc vous êtes dans un logement. Pourquoi, Jean-Luc Mélenchon, il est apparu que vous avez eu l'air de soutenir des soignants qui refusaient le vaccin ou de soutenir des gens qui ont comparé la France à une dictature sanitaire, comme si on était en Corée du Nord ou en Biélorussie, alors qu'en Italie, par exemple, il y a 18 millions de salariés. On connaît l'argumentaire. Non, mais c'est vrai. Vous avez posé la question. Pourquoi a-t-on cru Parce que, Madame Elkrieff, parce que dans ce pays, le débat est toujours faussé. Dès que ça commence, le pouvoir, M. Macron dit qu'il est le camp de la science et de la raison. Donc moi, à ses yeux, je suis un fou obscurantiste. Ou l'inverse, peut-être. Tous les débats. C'est pas parce que madame, vous dites quelque chose que vous dites le contraire. Je réponds de mes positions politiques. Je n'ai jamais dit autre chose que ce que disait l'Organisation mondiale de la santé. Le vaccin ne peut être obligatoire que dans certaines conditions. Et sinon, il faut convaincre plutôt que contraindre. Je n'ai jamais dit autre chose. J'ai toujours dit que tout le groupe insoumis était vacciné et j'ai dit pourquoi. Je dis que le pass sanitaire ne nous convient pas. Je dis que si vous voulez contraindre les gens, vous arriverez au résultat inverse. Voilà. L'art de gouverner un pays, pardon, on a le droit aussi quand même de faire de la politique. Ouais. Moi, j'ai jamais été élu fonctionnaire de l'Assemblée nationale. Je suis un homme politique, je défends une vision du monde. Je ne confonds pas l'administration des choses et le gouvernement des personnes. Diriger une société, c'est pas la diriger comme une start-up où on donne des ordres et puis vous n'avez plus qu'à obéir. Non, ça demande du doigté, ça demande de la conviction, ça demande du temps passé. Les Espagnols sont arrivés à convaincre toutes les personnes de plus de 80 ans, ils sont à 90%. Ils sont même allés les chercher. Ils sont allés chez eux, oui. Ils sont allés discuter. Mais en France, s'il n'y avait pas eu ce discours du 12 juillet du président, on n'aurait peut-être pas eu les 50 millions de vaccinés, et donc pas une forme de protection aujourd'hui. Et vous savez quoi, écrivez-lui une lettre de remerciement. Non, mais c'est pas sérieux. C'est peut-être regrettable. C'est peut-être regrettable qu'il ait fallu passer par là. Moi, on peut l'entendre. C'est peut-être regrettable, mais c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Ah bon ? Il s'est passé qu'un pouvoir affolé n'a pas su quoi faire. A commencé par dire que les masques ne servaient à rien. Ensuite, que les tests ne servaient à rien. Et quand on leur répétait depuis nos bancs d'opposants, mais l'OMS dit le contraire, nous ne sommes pas des savants. Moi, je ne prétends pas être l'homme qui dit ce qu'est la science. Qu'est-ce qu'on nous répondait ? Attendez, écoutez-vous le 10 janvier 2021. Je suis tranquille, je peux m'écouter 100 fois. Le 10 janvier dernier, vous avez parlé de l'ARN messager. Rappelez-vous, on va vous écouter. Oui. En effet, je ne suis pas rassuré par un procédé qui est tout à fait nouveau, dont on ne connaît pas les conséquences. J'ai appris à l'école ce qu'était un vaccin, et puis il se trouve que j'ai vécu assez longtemps dans le Jura, d'où est Louis Pasteur, pour savoir ce qu'est le vaccin. Donc, je préfère les formes traditionnelles de vaccination. Voilà, mais vous avez Alors déjà, remarquons, puisqu'on est à faire de la com', que ce jour-là, comme j'ai dit que je venais du Jura et que donc là-bas on nous enseigne pourquoi ? Parce que Louis Pasteur a fait ses travaux à Arbois. Donc tous les Jurassiens connaissent Louis Pasteur, savent ce qu'a fait Louis Pasteur. Alors on a dit, haha, Mélenchon pense qu'il connaît bien le vaccin parce qu'il vient du Jura. Non, il faut un peu respecter les gens qu'on a en face de soi. Hein. D'accord, j'ai quand même pour moi un niveau de culture moyen correspondant à la capacité de comprendre ce qu'est un vaccin. Supérieur à la moyenne, Jean-Luc Premièrement. Deuxièmement, au moment où je parle,
nous sommes tous dans la même situation, avec beaucoup d'expectatives sur l'ARN messager. Vous, vous êtes totalement rassurés, et tous les téléspectateurs entendent Mme Elkrief dire « Vous ne craignez rien, tout va bien ». Alors pourquoi vous me demandez de le faire à moi? Moi, vous ne dites rien, mais moi, je dois le faire. Ben non, pourquoi vous... Eh bien, je suis en train de vous dire que quand il y a un doute, je fais comme tout le monde, et je dis « Ah ben écoutez, puisqu'il y a un doute, j'aimerais bien une formule traditionnelle de vaccin ». Il y a des formules traditionnelles de vaccins qui existent, mais elles ne sont pas en vente en France, parce que la Commission européenne... Non, madame, ni le vaccin russe... Il y en a un qui a ARN, l'autre qui ne l'est pas. Il y a un vaccin cubain, il y a un vaccin chinois. Cela, la moitié de l'humanité peut être vaccinée avec. Nous les Européens, hein, que Pfizer, hein, parce qu'il n'y a que ça de vrai dans la vie. Bon, tout ça est de l'idéologie. Vous avez été vacciné. Mais tout ça a été mis de l'idéologie dans la science. Ça n'a rien à faire là-dedans. On prend tout ce qui est bon pour se défendre. Je ne sais pas ce que vous vouliez prouver en montrant ces images de janvier, mais moi je sais ce qu'elles expriment. L'inquiétude, l'hésitation et la bonne volonté à bien faire. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas dit « ne vous faites pas vacciner ». J'ai dit « j'aimerais bien qu'on ait accès à tous les vaccins, y compris à des formes traditionnelles ». Entre-temps, je vais vous dire ce qui me reste. C'est l'humiliation des Français. L'ARN messager, c'est une découverte de 3 Nobel français. Absolument. Le vaccin, c'est Louis Pasteur en français. Eh ben oui. Nous avions avant une grande industrie de la pharmacie. Et maintenant, nous avons Sanofi qui fait des produits pour que les cheveux blancs ne deviennent pas jaunes, mais qui est incapable de trouver une solution à un problème scientifique alors qu'ils sont gorgés d'argent de crédit d'impôt pour la recherche. Vous auriez pu dire ça ce jour-là, en disant l'ARN messager, c'est une invention française, avec de 3 prix Nobel français, donc on a confiance peut-être en l'ARN messager. Mais bon, c'est un mais non, mais attendez, mais madame, mais c'est vous qui créez la confusion dans l'esprit des gens qui nous écoutent. Que l'ARN messager ait été découvert par 3 Français ne signifie pas que c'est forcément une bonne méthode de vaccin, et quand elle est appliquée à un vaccin, ça ne veut pas forcément dire qu'il soit performant. Ne mélangez pas tout, mettez chaque chose à sa place. Le savoir, d'abord, nous vient des scientifiques. Nous devons le manier avec précaution, vous et moi, parce que tout le monde nous écoute. Bien sûr. Donc si vous vous amenez avec l'air triomphant en disant « Yaka, Faucon », ah ben c'est très facile. Sauf que vous mettez les gens dans une situation d'angoisse, de je ne sais pas. Donc il faut épouser son temps, son époque, les préoccupations des gens pour essayer d'y apporter des réponses. Pour ma part, je n'apporte que politique. Je ne suis pas un scientifique. Je n'ai aucune idée sur la façon dont se comportent les virus. Sinon, ce que tout le monde peut lire en consultant une encyclopédie. Par conséquent, je suis obligé de me dire, mais qu'est-ce que vous nous proposez, vous autres les scientifiques? Alors ils nous disent des choses, ils ne sont pas d'accord entre eux. Moi, je sais comme homme politique ce que je peux faire pour empêcher, limiter, faire barrière à la contamination. C'est pourquoi j'ai parlé de société du roulement. Dites-moi, Madame Elkrief, on a peut-être inventé l'ARN messager, mais le purificateur d'air, c'est aussi une invention française. Pourquoi il n'y en a pas un dans les salles de classe? Moi, ça fait combien de temps que je le dis? 8 mois maintenant, ils ricanent à l'Assemblée nationale, les LREM. Quand je dis les purificateurs d'air, ils lèvent les bras au ciel. La crise diplomatique. Non, vous avez tort. La crise diplomatique. Oui, ah voilà. Il faut Vous changer de sujet pour qu'à celui-là vous gêne. Non, pas du tout. Non, parce que je sais que celui-là vous intéresse aussi. Oui. La crise diplomatique avec les États-Unis. Il faut sortir de l'OTAN, il faut plus s'appuyer sur les États-Unis, il faut plus leur faire confiance. Avec qui on travaille, comment on travaille? Est-ce qu'on peut travailler par exemple avec la Chine, qui aujourd'hui, on apprend tous les jours, mène une forme de cyberguerre, mène une forme de lutte d'influence sur l'Europe, sur l'Afrique. Oui, c'est vrai que c'est très critiquable parce que les États-Unis d'Amérique ne le font pas. Ils ne nous espionnent pas, ils espionnent pas notre président de la République, ils espionnent pas les comptes de... Mais ce sont nos alliés, alors nous sommes priés de trouver ça charmant. Bon, s'il vous plaît, un peu d'ordre dans cette discussion internationale. La France, elle a sa propre partition. L'alliance avec les États-Unis d'Amérique, certains s'en sont beaucoup réjouis. Moi, j'ai toujours considéré que c'était dangereux pour nous. Bon. Progressivement, on s'est aperçu que c'est un allié qui n'est pas très fiable et une alliance militaire qui ne l'est pas non plus. Nos chers amis et alliés turcs ont juste bombardé une base française en Syrie, comme si c'était leur affaire. On n'a rien dit. Ensuite, on les a vus nous insulter de toutes les manières possibles. Nous sommes pourtant membres de la même alliance, l'OTAN. Ensuite, là, nous venons d'apprendre que les États-Unis d'Amérique, sans parler à personne, décident de s'accorder avec l'Australie et l'Angleterre pour former une alliance anti-chinoise. Donc partons de cette base. Au passage, ils annulent les contrats des sous-marins. Bien sûr, il y aura un coût en emploi, mais il y a surtout un coût politique. Ça veut dire que les États-Unis d'Amérique ne sont pas un allié fiable, ce que j'ai toujours dit. Et aller vous mettre avec eux, c'est se lier les mains à des gens non fiables qui vous tournent le dos à la première occasion. Est-ce qu'on peut être seul ou ne pas nouer d'alliance, ou alors est-ce qu'il faut nouer des alliances au cas par cas, au coup par coup, selon les situations? Je vais vous répondre encore plus précisément. Tout à l'heure, vous avez posé une question. Vous avez dit, est-ce qu'il faut s'entendre avec la Chine? Réponse, oui.
La Chine est un partenaire, la Russie est un partenaire. Si nous les traitons en ennemis, il ne faut pas s'étonner qu'après, ils réagissent comme s'ils s'attendent à être traités en ennemis. Je pense qu'on doit pouvoir s'entendre, discuter, travailler. On a beaucoup de choses à leur dire. On n'est pas d'accord avec l'exportation sauvage de toutes sortes de produits qui saccagent notre propre industrie. On n'est pas d'accord avec certaines formes de production. Avec leur rapport au dérèglement climatique, par exemple. Ils font mieux que les Américains. Mais on peut apprendre d'eux. Mais un peu de modestie. Les Chinois ne sont pas juste des animaux inconscients. Ils font des choses. Ils ont un plan. Ils avancent des idées. Souvent, on n'est pas d'accord avec eux, ni surtout la manière de faire, parce que nous n'avons pas la même forme d'organisation. Mais c'est absurde de les traiter en ennemis. Et c'est ce que font les États-Unis d'Amérique. Et notre pays, lamentablement, signe des papiers qui les désignent comme des risques systémiques. C'est un risque si vous décidez que c'en est un. La Chine n'est pas un danger militaire pour la France, tandis que les États-Unis d'Amérique viennent de montrer que oui, puisqu'ils sont capables, en un jour, de faire annuler une commande. Est-ce que vous savez que le porte-avions Charles de Gaulle, les catapultes qu'il y a dessus, quand nous avons refusé d'aller à la deuxième guerre d'Irak, les Américains ont mis un boycott dessus. Alors nous avons un porte-avions qui ne peut pas catapulter ces avions. Est-ce que vous savez les turbines qui sont dans les sous-marins... Toute dernière question. Vous avez je vous donne des arguments. Oh, mais j'ai bien entendu. Sinon, vous allez m'accuser d'anti-américanisme primaire. Vous savez quoi, Madame Elkrieff, le jour où il y aura de l'américanisme supérieur, je ferai de l'anti-américanisme supérieur. Le 17 octobre, vous lancez votre campagne depuis Reims. C'est là où on a sacré les rois de France. Oui, c'est vrai, oui. Et alors? Je sais pas. Il ne faut pas aller à Reims? Non, si. Parce que les Républicains ne vont pas à Reims? Non, si, mais... Non, je ne lance pas ma campagne. J'ai trouvé que c'était... Je suis en campagne depuis le 8 novembre de l'année 2000. Est-ce que vous allez avoir assez de parrainage parce que les communistes ne vous soutiennent plus? C'est une bataille, on va s'accrocher au terrain. Vous savez, il faut bien que les gens comprennent une chose. Quand un maire, il y en a beaucoup des maires dans le pays, ou un conseiller général, parraine, ça veut donc juste dire une chose, Monsieur Mélenchon, que je sois d'accord ou pas avec vous, ça m'intéresse que vous puissiez le dire. C'est une attitude de démocrate. Moi, je trouve lamentable que ce soit un privilège réservé à des élus qui n'ont rien demandé. J'ai proposé que ce soit 150 000 citoyens, 250 000 m'ont parrainé. Il me semble que ce que j'ai à dire peut intéresser le pays, surtout que la dernière fois, il y a 7 millions de personnes qui ont voté avec moi. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Ah oui, mais vous souriez parce que vous aimez m'entendre. Et je vous souris. Merci. Moi aussi. À bientôt.